Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Est-ce qu'on est nombreux aujourd'hui? On est beaucoup moins nombreux que la dernière fois, mais c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. De toute façon, aujourd'hui, on va garder ça relativement court. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme je viens de dire, on va garder ça court parce que j'ai franchement pas tant de choses que ça à vous dire aujourd'hui. Étant donné qu'on a réussi à passer à travers toute la matière qu'on avait besoin pour le chapitre 2, donc il nous reste juste à faire quelques exercices et à présenter la plateforme GitHub sur laquelle on va faire des exercices ensemble. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, là, je sais que je l'ai écrit tout à l'heure sur Teams, mais je peux comprendre si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pourriez vous faire un compte GitHub si vous n'en avez pas déjà un. C'est avec ça qu'on va faire des exercices ensemble en classe pour être capable de faire l'exercice en même temps que moi, donc pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ben, pas exactement ce que je fais, mais dans quoi je travaille, que vous puissiez coder de votre côté, que vous puissiez rouler des tests, etc. Que ce ne soit pas juste moi qui fais ça sur un écran et vous qui essayez frénétiquement de recopier le code à mesure que je le fais si vous voulez vraiment le faire en même temps que moi. Donc on va avoir une plateforme pour ça. Puis ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que d'après moi, ça risque d'être assez court. Entre autres parce que le plafond de ma salle de bain s'est effondré plus tôt aujourd'hui. Donc ça a pris un peu de mon temps. Des F dans le chat pour ma salle de bain. Le quiz sur Moodle, j'y venais.
je vais parler un peu de Moodle parce que le reste de la session va être un peu différent. Merci pour les F dans le chat. Donc, si on regarde justement sur Moodle, je vais commencer par ça aujourd'hui. On va passer rapidement au travers. Comme vous avez probablement déjà remarqué, les slides des cours derniers sont déjà là. Donc, le premier chapitre d'introduction, bon, les slides à travers lesquels on a passé. Le chapitre 2, les slides à travers lesquels on a passé la semaine dernière, au dernier cours. Et pour le chapitre 3, là, ça change un petit peu. Au lieu de moi passer à travers les slides avec vous et de parler par-dessus, comme j'avais déjà dit, vous allez visionner des vidéos. Et ce sont ces vidéos-là qui vont contenir toute l'information, du moins l'information théorique qu'on aurait présentée de façon magistrale. Donc, c'est essentiellement Benjamin, là, le coordonnateur du cours, qui passe à travers les slides, qui donne des explications de la même façon qu'on aurait fait pour un cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on regarde des vidéos avant un cours. Donc, ici, vous voyez que c'est des vidéos sur YouTube. Elles ne sont pas particulièrement longues, mais ça fait partie de votre travail de devoir les regarder. Avec les vidéos sont associés des slides. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs vidéos parce que plutôt que de faire une grosse vidéo dans laquelle il passe à travers toutes les slides, il les a séparés en sections. Donc, mettons pour le chapitre 3 qu'on commence la semaine prochaine, si vous regardez le calendrier dans le plan de cours, vous pouvez toujours vous y référer. Le calendrier il est bon pour toutes les sections parce que ça tombe que toutes les sections ont bien sûr 2 cours par semaine. Et ça tombe aussi que toutes les sections de cours avaient un cours le lundi, donc on a tous manqué la fête du travail qu'il y avait cette semaine. Donc, il n'y a personne qui est en avance sur personne. Donc, une fois que vous avez regardé les vidéos, c'est là que vous allez faire le quiz. Le quiz, il est déjà là, donc vous pouvez aller le voir. Puis dans le fond, comment on va fonctionner pour les quiz, plutôt que de dire chaque groupe fait son quiz en début de séance, mettons le lundi ou dans notre cas le jeudi, on a dit tout le monde, vous avez, mettons, quelques jours pour faire le quiz, fait que typiquement toute la fin de semaine. Comme je pense qu'il est sorti aujourd'hui, fait que vous avez comme pas mal ça, là, toute la fin de semaine pour le faire. Puis lundi à midi, le quiz ferme. Fait que si vous avez des conflits d'horaire, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit là-dessus cette semaine, faites-le quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout le monde, dans toutes les sections, doit finir ça le lundi à midi. Donc, si vous posez la question pour les quiz, c'est comme ça que ça va fonctionner. Je pense que c'est peut-être un peu plus amical ou un peu plus gentil pour les gens qui ne sont pas nécessairement à Montréal puis qui sont dans un fuseau horaire différent ou qui ont des conflits avec d'autres cours puis qui ne pourraient pas se pointer ou que ce serait problématique de se pointer nécessairement toujours à toutes les 20 minutes de chaque cours, les 20 premières minutes. Donc ça, c'est pour les quiz. Donc faites-le quand vous voulez. Ensuite, pour les travaux d'équipe, si vous ne l'avez pas déjà remarqué ou vous n'avez pas déjà commencé à le faire, vous devez choisir vos coéquipiers pour faire les laboratoires. Et ce que vous devez faire, dans le fond, c'est vous allez dans votre groupe de laboratoire. Donc, de laboratoire et non pas le groupe de cours. Fait que nous autres, tout le monde ensemble, en ce moment, on est le groupe 2 de cours, mais pour les groupes de laboratoire, vous êtes probablement tous dans des cours différents. Donc, vous allez choisir votre groupe dans lequel vous êtes. Fait que, mettons que vous êtes dans le groupe 1. Vous prenez un groupe dans lequel il y a de la place. Donc, mettons un groupe qui est vide. Mettons que vous avez déjà choisi votre coéquipier parce que vous connaissez quelqu'un. Vous prenez un groupe qui est vide, vous le choisissez, vous ajoutez dedans, votre coéquipier va aussi s'ajouter dedans. Ça va faire que vous allez être en équipe. Ces équipes-là vont servir aux chargés de laboratoire, non pas pour juste vous évaluer, pour savoir qui est en équipe avec qui, bien évidemment, mais aussi pour créer des salons dans Teams, des channels, pour que durant les labs, les gens puissent communiquer, puis une équipe puisse dire « Hey, j'ai une question », le chargé de lab vient dans votre channel juste pour votre équipe, puis à ce moment-là, vous allez probablement communiquer à travers un shared desktop parce que, bon, vous avez des problèmes avec votre code, avec votre environnement. C'est souvent plus simple de juste, parler de vive voix au chargé de laboratoire. Fait que c'est pour ça qu'il va aller dans un channel pour pas que tout le monde entende votre conversation puis que la séance au complet soit du gros spam de tout le monde. Et aussi pour que vous puissiez partager votre écran avec le chargé. Fait que ça va être comme ça que les laboratoires vont fonctionner. Ensuite, les détails vont vous être donnés par vos chargés respectifs de laboratoire.
Donc, assurez-vous, quand vous vous mettez en équipe avec quelqu'un qui est dans le même groupe de laboratoire que vous, parce que sinon, ça va causer des problèmes. Je vous l'avais dit au début de la session, assurez-vous d'être dans le groupe de laboratoire de votre coéquipier. Puis ensuite, choisissez votre partenaire. Est-ce que le quiz est sur les capsules? Oui. Le quiz sert essentiellement juste à vérifier est-ce que vous avez est-ce que vous avez visionné les capsules ou lu les slides? Autrement dit, est-ce que vous avez préparé votre présence au cours? C'est pour ça que je disais traditionnellement, ce qu'on faisait, si on était en présentiel, ce qu'on ferait, c'est que on ferait le quiz au début de la séance. Fait que, mettons, lundi prochain, lundi qui s'en vient, on devrait faire notre premier cours sur le chapitre 3. Puis moi, je m'attends à ce que pour le chapitre 3, vous ayez vu les vidéos du chapitre 3. Donc, j'aurais fait un quiz au début de la séance qui vérifie est-ce que vous avez lu les notes du chapitre 3 ou vous avez vu les vidéos. Ils sont pas supposés d'être difficiles, les quiz. Ça va être juste vraiment pour vérifier ce que vous avez préparé au cours, pour pas que vous arriviez au cours complètement pas préparé. Donc oui, le quiz est sur les modules. Si vous avez des problèmes, genre, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui parce que apparemment je crois qu'on ne peut pas s'enlever d'une équipe. Une fois que vous avez choisi votre équipe, vous ne pouvez pas vous enlever. Faites juste contacter votre chargé de lab et il va s'en occuper si vous avez fait une erreur. Pas de problème. Ensuite, si vous avez clairement pas fait d'autres cours à Polytechnique parce que pour la majorité d'entre vous, très grande majorité, vous êtes à votre première session, mais probablement que dans d'autres cours, on a commencé à vous parler que les remises de TP vont se faire sur Moodle ou plein de trucs qui vont se faire sur Moodle. Dans le cadre de ce cours-ci, les remises de TP vont se faire avec GitHub principalement. Puis c'est là-dessus qu'on va vous donner votre feedback et qu'on va aller chercher votre code. Donc, ça va être important d'apprendre Git, cette session pour vous. Ça fait partie des objectifs du cours. Je vais revenir sur GitHub là, tantôt. Là. Je veux pas juste vous parachuter ça sans avis. Là. Je vais vous le dire, je vais vous expliquer tantôt. C'est pas mal ça pour Moodle. Donc, pour revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait terminé sur la représentation des données en caractères. Donc, si on se rappelle du plan de la séance dernière, on avait parlé de la représentation en mémoire des données, donc les bits, les octets, les mots, qui sont dans le fond des octets qui vont ensemble mais qui représentent la même chose. Donc, si on a une donnée qui ne fit pas dans un octet, on la met sur plusieurs octets, puis dépendamment de la plateforme, la taille d'un mot va diverger. On a parlé de la virgule. On n'a pas parlé de la virgule fixe parce que c'est pas super important pour l'instant de connaître c'est quoi une virgule fixe, mais on a parlé de la virgule flottante. On n'est pas allé dans les gros détails. Je n'ai pas fait d'exemple là-dessus. On va peut-être en faire plus tard si on a besoin de faire une question là-dessus, mais pour l'instant, je ne vais pas trop insister. Habituellement, dans l'ancien cours, l'ancien, il est encore valide, là, juste pour le monde en génie électrique. Typiquement, dans le premier cours de programmation, on voyait la représentation des données beaucoup plus tard dans la session, mais là, pour ce nouveau cours-là, on a décidé de passer rapidement au travers au début, juste pour comme introduire l'informatique en général. Non, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt sur Teams, vous pouvez, si vous avez déjà un compte GitHub, prenez celui-là. Vous n'avez pas besoin de vous en créer un dans lequel votre username a un certain format. Je me fous des usernames. C'est la même affaire pour Twitch. J'ai forcé personne à se refaire un compte Twitch pour que leur nom match leur nom dans la vraie vie. Là. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? C'est parce que sur GitHub, c'est ce que je vais montrer tantôt, vous allez pouvoir associer votre vrai nom dans la classe, dans votre liste d'étudiants à votre compte GitHub. Fait qu'il n'y aura pas de... Vous ne serez pas anonyme, de la même façon que vous le êtes sur Twitch. Donc, c'est ça, on avait parlé de la virgule fixe, pas tant que ça, la virgule flottante un peu plus. Les bases de numération, essentiellement, c'est quoi la différence entre la base 2, la base 10 et la base 16? Et c'est quoi la relation entre la base 2 et la base 16? À quel point c'est facile de convertir d'un à l'autre. La représentation des données, caractères et encodage. Donc, c'est là-dessus qu'on avait terminé. J'avais parlé de comment on représente les lettres dans une machine, étant donné que tout dans une machine est un nombre. Nécessairement, les lettres vont être des nombres.
Ok, ça c'est mieux. Ouais. Excusez-moi, j'avais un overlay qui n'était pas à bonne place dans OBS. C'est des choses qui arrivent. Ben, j'ai deux overlays différentes pour présenter des slides et présenter mon écran, là, parce que mes slides sont en 4:3 tandis que mon écran est en 16:10. Magie de la technologie. Donc, c'est ça que je disais. Représentation des données en caractères. Ça, sur quoi on avait terminé, c'était... On avait parlé de l'ASCII et on avait parlé de l'Unicode. Donc ici, l'Unicode et l'ASCII. Je ne sais pas s'il y avait des questions là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment rien d'autre à dire. On a passé à travers la matière, puis à part faire des exemples, j'ai pas vraiment autre chose à dire sur le chapitre 2. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que ça va être short and sweet, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc, je vais juste... S'il y a des choses que vous n'avez pas compris au dernier cours, ou vous regardez... Avant de commencer à faire des exemples, je veux répondre à des questions. En regardant le plan de cours, c'est quoi que vous avez vu là-dedans que vous n'aviez pas compris? Est-ce qu'il va y avoir un exercice? Oui, l'exercice que j'avais donné comme en devoir, mais pas vraiment, que je vous avais juste dit d'y penser un petit peu, c'est l'exercice qu'on va faire ensemble avec GitHub. Donc, ça va me servir de prétexte pour introduire GitHub. Est-ce que je peux parler un peu? Oui, je peux parler un peu. C'est pas mal pour ça que je suis payé. Mais j'aimerais ça savoir de quoi exactement tu veux que je parle. Ah, ok, mais on va en faire des exercices. On va pas juste faire cet exercice-là, on va en faire d'autres, là. Je voulais juste répondre aux questions avant de commencer à faire des petits trucs. Euh, quelle question à part, quel environnement de développement on va utiliser sur Anaconda? Comme j'ai dit la dernière fois, le choix de l'environnement de développement, tu sais, de l'IDE, comme on l'appelle, c'est entièrement vous, là. Moi, pour l'instant, je suis sur Visual Studio. Je vais probablement, à travers la session, switcher entre Visual Studio et PyCharm, juste pour vous montrer différents exemples sur différents environnements. Typiquement, si j'ai juste besoin d'écrire quelques lignes de code, je vais le faire genre dans Notepad++, puis rouler ça directement dedans parce que c'est un petit éditeur tout simple. Mais honnêtement, prenez ce que vous voulez. Je sais que dans les laboratoires, on va probablement vous encourager à utiliser PyCharm et je crois que les autres chargés utilisent PyCharm, mais j'ai vu que Benjamin utilisait aussi Visual Studio Code. Moi, j'utilise Visual Studio et non pas VS Code, donc vraiment l'environnement C++ de Visual Studio qui a aussi toute la fonctionnalité Python depuis quand même quelques années. Donc, il n'y a pas... Ouais, ouais, mais comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, là. C'est comme... Si vous voulez utiliser Spider qui vient avec Anaconda, utilisez-le. Moi, je m'en suis jamais servi. Je l'ai regardé rapidement. Ça m'a l'air de ressembler un peu à Eclipse, mais c'est clairement pas un clone d'Eclipse. Mais prenez ce que vous voulez, là, honnêtement. C'est pas super important. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour le quiz? Euh, Il n'y a pas de limite de temps à proprement parler. Donc, si je fais juste aller regarder ici. Ce que vous pouvez faire, comme je vous dis, le quiz, là, il n'est pas là pour vraiment vous évaluer, là. Si vous regardez dans le plan de cours, les quiz valent pour presque rien, là. C'est une pinote dans votre note finale. C'est juste pour vous vérifier que vous avez bien compris les diapos. Fait que, mettons que je le regarde, là, je peux répondre aux questions. Il y a plusieurs pages pour pas que ce soit tout sur la même page puis que ça cause des problèmes de sauvegarde. Vous terminez votre tentative, ça va vous dire ouais, t'es pas super bon parce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. Tu vas regarder les slides, tu le refais, puis ultimement, ça va te donner une note avec la tentative qui a la meilleure note. Fait que comme je vous dis, les quiz là sont pas super.
C'est pas vraiment une méthode d'évaluation. C'est plus une méthode d'auto-évaluation. C'est pour vous autres. Si vous ne faites pas aucun des quiz de la session, vous allez perdre quoi? 5%? Hein, si on regarde dans le plan de cours, les quiz valent pour 5% de la session. Là. Vous pouviez en faire aucun puis avoir A étoile à la fin. C'est pour vous les quiz plus qu'autre chose. Donc c'est pas mal ça. OK. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment d'autres questions jusqu'à présent. Fait que ce qu'on on va faire quelques exercices. Ce que j'ai fait pour pas sortir trop d'exercices de mon chapeau puis de garder ça relativement réaliste, je suis allé chercher des questions de TD1 d'INF 1005C, qui est donc l'équivalent de ce cours-là, mais pour génie électrique et biomédical, qui sont en fond des questions de pseudocode. Donc, ils ne sont pas en C++ ou ne sont pas en Python, ils ne sont pas dans un langage, ils sont en pseudocode avec un langage qui est fourni, qui ressemble pas mal là, au truc niaiseux qu'on avait fait l'autre jour, avec la recette d'œufs brouillés. Hein, j'avais écrit tant que, puis ici, etc. Donc, on va faire quelques exercices de ça, juste pour, encore là, passer à travers la pensée algorithmique. Une fois que j'aurai fait ça, je vais présenter GitHub. Juste ça, ça risque de prendre une vingtaine de minutes. Puis ensuite, on va faire l'exercice qui va prendre encore là 10-15 minutes, puis le cours va être fini. Donc, on devrait garder ça relativement court. OK. Donc, soit le langage qu'on a vu la dernière fois. Donc, vous vous rappelez, on avait fait des tant que, des lire, des afficher, des faire, des si, etc. Addition, soustraction, multiplication, c'est toutes des choses que vous connaissez, la comparaison, blablabla. Les opérateurs booléens, on n'en a pas vraiment parlé encore. Ça, c'est quand vous avez des conditions que vous voulez mettre ensemble. On va voir si on va en avoir besoin aujourd'hui. Puis ensuite, bien sûr, il y a des fonctions mathématiques qu'ils ont fournies. Fait que mettons qu'on regarde un exemple. Donc, exemple de problème. Écrire un algorithme qui vérifie si un nombre entré par l'usager est premier ou non. Donc, première étape, quand on essaye de résoudre un problème qui est de nature algorithmique, là, qui se résout par la programmation, c'est pas de juste commencer à coder. Même si on est très bon codeur, si on a plus que 10 lignes de code à écrire, généralement, il faut qu'on y pense un petit peu avant de juste écrire du code. Donc, il faut penser à qu'est-ce qu'on essaye de faire. Pour chaque entier entre 2 et la racine carrée de n, vérifier est-ce que cet entier divise n. On essaye de vérifier si un nombre est premier. Donc, un nombre qui est premier, c'est un nombre qui n'a aucun facteur autre que... aucun facteur entier autre que 1 et lui-même. Donc, nécessairement, s'il n'y a aucun nombre entre 2 et la racine carrée de n qui divise n avec un résultat entier, alors le nombre n'a pas de diviseur entier. Pourquoi on arrête à la racine carrée? Ben, c'est parce que passé la racine carrée, les facteurs vont être juste des combinaisons des autres. Donc, ça va être des multiplications des autres facteurs qui ont déjà été trouvés avant. C'est pour ça qu'on s'arrête à la racine carrée. Il faut juste y penser un petit peu. Si on y pensait un petit peu moins, on se serait probablement arrêté à n divisé par 2. Parce qu'on se dit, ben, c'est sûr qu'à la moitié, on ne peut pas trouver d'autres facteurs qui ne sont pas déjà une combinaison des facteurs d'avant. Puis si on y réfléchit encore moins, on peut juste dire, ben, pour tous les entiers de 2 à n, est-ce qu'ils divisent n? Le résultat aurait été le même, mais avec plus d'instructions. Puis là, une fois qu'on a fait ça, nous autres, on essaye de tester il y a combien de diviseurs. Fait que là, ici, on vérifie est-ce que cet entier divise n. Mais une fois que j'ai passé à travers tous mes entiers, puis tu sais, passer à travers quelque chose, ça nous fait penser à une boucle, un tant que, comme on a vu l'autre fois. Ben, une fois que ma boucle est terminée, il faut que je vérifie, OK, est-ce que j'ai trouvé un entier? Fait que là, j'ai plusieurs façons de faire. Soit, quand je trouve un entier qui divise, je mets une valeur à vrai. Je dis, mettons, est premier, je le mets à faux. Ou a un diviseur, je le mets à vrai. On va faire un exemple. Ou bien, je peux juste compter le nombre de diviseurs que j'ai trouvé.
le résultat encore là va être le même. Après ma boucle, il faut que je me dise, j'affiche s'il est premier ou pas selon le résultat que j'ai eu. Fait que ça, c'est un peu la pensée que je dois avoir. Là, bien sûr, le fait que je le dise à voix haute, ça a pris beaucoup de temps, mais bon, vous l'avez fait assez rapidement dans votre tête. Puis ensuite, quand je fais mon algorithme, ben là, on dit de demander à l'utilisateur d'entrer le nombre n. Donc, il faut d'abord que je dise à l'utilisateur que je veux qu'il entre quelque chose. Quand vous ouvrez un logiciel quelconque sur votre machine, là, pas juste des programmes niaiseux que vous faites, mais dans la vie, quand vous utilisez un programme, on vous dit qu'est-ce qu'on s'attend à ce que vous fassiez. Donc, ici, j'ai des onglets, j'ai des boutons, j'ai quelque chose qui me dit quoi faire. Donc, vous devez toujours dire à l'utilisateur ce que vous attendez et pas juste comme attendre avec une barre noire que l'utilisateur rentre quelque chose. Donc, afficher l'entier à vérifier. Je lis cet entier, je le mets dans la variable n. Fait que je vais nommer ça n parce que ça me tente. Puis là, je me pars une variable i qui est à 2 pour justement partir des entiers qui sont de 2 parce que c'est sûr que 1 divise mon nombre. C'est à partir de 2 que ça devient intéressant. Puis là, voyez-vous, on se dit, a trouvé un diviseur égal faux. Donc, ou si on veut, est premier égal vrai. Ici, on voit que quand on met égal faux, qui est une valeur booléenne, ce que vous avez commencé à voir en INF 1500, je suis pas mal sûr, habituellement, le nom de la variable, on essaye de poser une question. Donc, une question qui se répond à vrai ou faux, ou à oui ou non. Est-ce que j'ai trouvé un diviseur? Non. A trouvé un diviseur égal faux. Donc, pourquoi je le commence à faux? C'est parce qu'une fois que je vais trouver un diviseur, je vais le mettre à vrai. Puis si j'en trouve pas de diviseur à travers ma boucle, il ne va rien se passer, je ne vais pas y toucher, elle va rester à faux. Ensuite, je fais ma boucle. Là, j'ai dit, je vais essayer de faire jusqu'à la racine carrée de n. Ou mettons, tant que i fois i est plus petit ou égal à n, peu importe, ça revient au même. Si vous ne voulez pas avoir une racine carrée ici qui va être très probablement décimale. Si le modulo de i est égal à 0, alors j'ai trouvé un diviseur. On se rappelle que ce que j'ai dit que c'était le modulo la dernière fois, c'est le reste de la division euclidienne. Donc 5 entier, là, en opération entière, 5 divisé par 2, ça donne 2. Ben, ça donne 2,5, mais en entier, ça donne 2. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne 2, reste 1. Puis le reste 1, c'est ça que nous donne le modulo. Donc, si j'ai un résultat qui est de division entière, par exemple 4 divisé par 2 qui me donne un résultat entier 2, ou 6 divisé par 2 qui me donne l'entier 3, ça me donne 6 divisé par 2 égale 3, reste 0, parce que ça se divise parfaitement. Donc, c'est ça le modulo. Donc, à trouver un diviseur égal vrai, et j'ai ensuite une incrémentation de mon i, donc une incrémentation, ça veut juste dire j'ajoute 1, pour que quand je reviens ici à ma boucle, là, on se rappelle qu'une boucle, ça passe à travers toutes les instructions qu'il y a ici, ça revient là, ça refait la vérification et ça continue si la vérification est encore valide. Donc ici, mon i, quand je vais refaire mon temps que, il va être rendu incrémenté. Je fais ça jusqu'à temps que j'aie atteint le bout où je veux aller. Puis ensuite, je dis si A trouvé un diviseur est vrai. Donc, si A trouvé un diviseur, alors, ça veut dire est-ce que cette variable-là a la valeur vraie ou est-ce que l'expression qu'il y a là a la valeur vraie. J'affiche le nombre n'est pas premier si un diviseur n'est pas premier. Sinon, le nombre est premier. Donc ça, c'est comme un exercice typique qu'on ferait. Donc, mettons que j'en prends un autre, qui est par la suite. Ou, tu sais, ici, il y en a un autre. Fait que, on va en prendre une qui est là. Une qui est simple. La première, afficher la factorielle. OK. Donc, afficher la factorielle. Donc, la factorielle, fait que, on se rappelle, 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Là. Le fois 1 est ici, bien sûr, trivial, puis on n'en parle pas vraiment. En sachant que 0 factoriel est égal à 1. Donc ça, on le sait que c'est notre factoriel. On sait que c'est la définition de la factorielle. Si j'ai, au lieu d'avoir 4, j'ai le nombre n,
Donc, n factoriel, c'est égal à donc n fois n-1 fois n-2 fois ainsi de suite fois 1. Right? Donc, ça va aller jusqu'à x2 fois 1. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir... Tu sais, je ne sais pas d'avance c'est quoi la valeur de n. Fait que c'est sûr que je dois passer à travers tout ça. Je ne sais pas exactement combien il y en a parce que ça dépend de mon nombre n. Donc, je vais clairement devoir faire une boucle. Hein, ça, on peut voir ça, c'est comme la liste des choses que j'ai besoin de multiplier. La longueur de la liste dépend de la taille de n. Donc, ce que je pourrais dire, c'est, étant donné qu'il faut que j'aille jusqu'à x1, mais tu sais, x1 est un peu trivial, fait que mettons qu'on va le sauter. Je pourrais dire, j'ai besoin, pour chaque entier allant de n à 2, tu sais, en ordre décroissant, le multiplier au résultat qu'on a jusqu'à présent. Quelque chose de même. OK. Puis on se dirait, ben notre résultat, on va le partir à n. Fait que ce serait n fois tout le reste. Fait qu'on part de n, puis ensuite on fait n-1. Fait qu'ici, hein, mon entier, ce serait de n-1 allant à 2. Fait que mettons que j'essaye de coder ça. Bon, c'est sûr que j'aurais besoin d'un temps Q en quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans encore, mais je sais que j'ai une boucle. Ça, c'est sûr. Ou en fait, même, mettons que j'y vais par étape conceptuelle. Donc, j'aurais initialisé résultat. Ensuite, là, je pourrais dire, mettons, à n. Là, je pourrais ici, mettons, demander et lire n. Pour chaque entier de n-1 à 2, multiplier l'entier au résultat. Ensuite, afficher le résultat. All right. Ça, c'est mon algorithme conceptuel. Maintenant, si j'essaie d'écrire du code avec ça, bon, demander et lire n, c'est assez simple. Là. Ça serait, mettons, afficher, entrer un nombre entier, quelque chose de même. Lire, on va l'appeler n. On va l'appeler n tout simplement. Puis ensuite, j'initialise un résultat. Fait que je vais appeler une variable résultat est égale à n. Puis là, en fait, je fais pour chaque entier de n-1 à 2. Fait que ça veut dire que je devrais me partir une variable qui va à n, qui est à n-1. Je la décrémente à chaque boucle jusqu'à temps qu'elle arrive à 2, puis je m'arrête une fois qu'elle est à 2. Donc, on va appeler ça i. Ça, c'est juste une très vieille convention dans à peu près tous les langages de programmation. Quand on fait une boucle dans laquelle on itère avec un nombre qui s'incrémente ou qui se décrémente, c'est un nombre qui bouge jusqu'à temps qu'il respecte une certaine condition, on va les appeler i, j et k, encore là par convention. Fait qu'ici, je vais l'appeler i. Donc, je vais partir i à n-1. Tant que i... Puis là, moi, ce que je veux, c'est m'arrêter quand i est égal à 1. Ou quand i est plus petit que 2. C'est quoi l'opposé de tout ça? Ce serait tant que i est plus grand ou égal à 2. Right? Donc, plus grand ou égal, encore là, beaucoup de langages, c'est comme ça qu'on va écrire le plus grand ou égal. Donc, tant que i est plus grand ou égal à 2, faire
Puis c'est là qu'on va faire la multiplication. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est que je veux multiplier mon i à résultat, puis garder ça dans résultat pour que résultat se fasse mettre à jour à chaque itération. Donc, je pourrais dire, mettons, résultat est égal à la multiplication de i et de résultat. Donc, résultat fois i. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais multiplier i. Fait qu'ici, mon résultat, il commence à n. Donc, première itération, ça va être résultat est égal à n fois n-1, parce que j'ai parti i à n-1. Puis ensuite, je veux que i se décrémente à chaque fois. Donc, je ferai i égale i-1. Donc, c'est comme ça qu'on se décrémente. C'est qu'on dit i est maintenant égal à l'ancienne valeur de i-1. Dans beaucoup de langages, il y a un petit shorthand qu'on peut utiliser qui est le moins égal comme ça. Donc, moins égal 1. De la même façon que pour la multiplication, j'aurais pu faire ici fois égale i. À peu près tous les langages ont un shorthand pour ça. On va le laisser comme ça pour l'instant. Fait que là, j'ai fait ma multiplication. Donc là, après que ma boucle soit finie, mettons que mon i ici, il est égal à 3. Je suis rendu là, je suis presque à la fin de mon calcul. Mon résultat il est égal à 3. Pas mon résultat, mon i est égal à 3. Là, je fais i égale i-1. Mon i est égal à 2. Je reviens ici. Est-ce que i est plus grand ou égal à 2? S'il est égal à 2, oui. Donc, il va le faire encore une autre fois. Il va faire le fois 2. Là, je suis rendu ici dans mon opération. Là, il va le décrémenter, il va être égal à 1. Je reviens ici, est-ce que i est plus grand ou égal à 2? S'il est égal à 1, non. Donc, je saute et je m'en viens ici. Puis une fois que je suis ici, ben, c'est là que je veux juste afficher le résultat. Donc, je ferai, mettons, afficher la factorielle est. Puis là, je pourrais, mettons, mettre i. Ou faire afficher i ou virgule i. Peu importe. Comment afficher des affaires, ça c'est très dépendant de chacun des langages. Ils ont toute une façon différente de formater du texte. Quand vous écrivez du pseudocode, le but c'est juste de vous faire comprendre. Donc ça, c'est pas mal ça pour la réponse à l'exercice. Donc l'exercice qui était demander un entier n et faire sa factorielle. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'était pas l'algorithme le plus... Ah oui, vous avez raison, je veux dire afficher résultat. Ha ha ha! Fait qu'il y a du monde dans le chat qui regarde ce qui se passe. C'est bien. Merci, chat. Vous spottez mes erreurs. Parce que je suis pas le couteau le plus aiguisé dans la cuisine, hein, comme on dit. Ah, je pense pas que je vais les mettre sur Moodle, là, parce qu'on s'entend que c'est... Je sais pas si c'est correct, là, ce que j'ai fait d'aller chercher des vieux TD d'INF 1005C. En passant, moi, j'ai été chargé de laboratoire d'INF 1005C dans pas mal tout mon bac, là, fait que ces questions-là, c'est probablement moi qui les ai écrites à moitié. Ou en tout cas, il me semble qu'il y en a là-dedans que j'ai écrit. Je sais pas si je vais les mettre, c'est pas super important, là. On n'est vraiment pas encore dans de la matière qui est importante, là. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire, là. Genre, là, j'ai dit ce que j'avais à dire, pas vraiment autre chose. Les exercices plus avancés vont venir la semaine prochaine là, pour le chapitre 3. Parce que là, c'est là qu'on rentre dans le vrai Python, puis qu'on parle des variables, puis on parle de l'affichage et tout ça. Donc non, cet exercice-là, il n'est pas sur Moodle en ce moment. On va vous en donner à mesure que la session avance. So, on va soit les mettre sur Moodle quand c'est des exercices qu'on veut donner à tout le monde, ou quand c'est juste un truc que je fais vite vite avec vous, puis que je veux pas juste vous laisser ça dans la vidéo, puis que vous avez besoin de vous retrouver dedans, je vais l'écrire sur Teams. Mais c'est bien de me le demander, ça me permet de me rappeler de le faire. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions là-dessus. Je sais que ce n'est pas l'algorithme le plus challengeant que vous avez vu de votre vie si vous avez déjà fait de la programmation, mais le concept est là. C'est comme ça qu'on pense à comment fabriquer un algorithme, comment le faire du début à la fin. C'est la même chose qu'on a fait la dernière fois avec Neuzo brouillé, sauf que cette fois-ci, c'était un peu plus programmatique. C'était moins conceptuel. Maintenant, j'avais des variables avec des opérations arithmétiques, etc.
En passant, je le répète, là, si vous voyez qu'il y a des petits moments de silence malaisants, là, je fais exprès, c'est parce que je sais qu'il y a un délai de 3-4 secondes avec le moment où je parle puis le moment où vous m'entendez. Là. Fait que c'est pour ça que quand je dis est-ce qu'il y a des questions, je parle pas pendant 3 secondes, là, c'est normal. C'est pas parce que j'ai un petit freeze de cerveau momentané. Ok, c'est pas mal ça. J'ai- je pourrais en faire d'autres, là, mais honnêtement, quand on va rentrer dans le vrai Python, bientôt, là, la semaine prochaine, ça vaudra plus grand-chose. Fait qu'on on va en refaire la semaine prochaine des exercices. Là, ce qu'on va faire, il était 26, on va prendre une pause. On va revenir, mettons, à E35, parce que je trouve, ouais, on s'est déjà étiré un petit peu. C'est long un petit peu ces cours-là. Je vais essayer de moins parler. Ah, je sais, là, je parle trop, puis je bégaye, puis je dis des niaiseries. On va revenir à E35. Je vais présenter GitHub. Ceux qui sont prêts à le faire, je vais lier votre compte avec. Je vais écrire dans le chat c'est quoi. Dans le chat de Twitch, à l'instant, je vais écrire c'est quoi le lien pour se joindre à l'exercice. Vous allez voir comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas capable de le figurer par vous-même, c'est pas grave, je vais le faire dans le stream dans 10 minutes. Là, mais après ça, on va faire l'exercice qui est à peu près aussi bête que ça, qui est l'exercice que je vous ai donné la dernière fois, là, l'affaire de minuscules, majuscules avec les caractères ASCII. Puis ça va être ça pour la journée. On va essayer de garder ça short and sweet le plus qu'on peut. Donc, on se revoit dans un peu moins de 10 minutes, à E35.
Ok, nous sommes de retour. Donc, l'exercice qu'on avait dit la semaine dernière, c'était de, mettons, version simplifiée, prendre un paquet de strings ou prendre une string, tu sais, un mot, quoi, un mot, ouais, juste un mot, qui est par exemple en minuscule et convertir toutes les lettres en majuscules en utilisant les codes ASCII. Donc ça va être notre exercice majuscule. Donc si vous suivez le lien que j'ai envoyé dans le chat tout à l'heure, donc mettons que vous prenez... ça en passant, c'est GitHub Classroom, donc peut-être avant de commencer, je me rends compte que vous savez peut-être pas c'est quoi. Ah, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé par contre. Ok, donc GitHub, c'est un site qui est maintenant possédé par Microsoft depuis quelques années, sur lequel vous pouvez mettre du code source de vos projets pour qu'il soit disponible soit à tout le monde sur Internet, donc des repos qu'on appelle des repositories ou des dossiers, des répertoires, je pense que c'est la bonne traduction. Ils peuvent être soit publics pour être disponibles à tout le monde ou privés quand vous avez besoin de travailler juste en équipe. Puis en quoi c'est différent des choses que vous avez probablement déjà utilisées quand vous étiez au cégep pour bien d'autres choses, genre des Google Docs, c'est que plutôt d'être juste en ligne et éditable en temps réel, c'est en ligne mais éditable localement sur votre machine. Et ce que vous faites avec un programme qui s'appelle Git, donc c'est pour ça que ça s'appelle GitHub, c'est qu'à chaque fois que vous faites une modification que vous jugez importante, vous pouvez faire ce qu'on appelle un commit. Donc, un commit, c'est ce qui dit, OK, le code que j'ai en ce moment, c'est une modification à laquelle je voudrais y donner un nom, puis donner une description. Vous faites une description, vous le mettez, puis là, vous vous ramassez avec une historique de toutes les modifications que vous avez faites. Fait qu'imaginez Google Docs, mais au lieu de juste s'updater automatiquement à chaque fois que vous tapez une lettre, c'est une fois que vous avez tapé un paragraphe, vous décidez de dire, OK, mon paragraphe il est tapé, je vais l'envoyer sur le serveur en disant j'ai écrit tel paragraphe, je me pose telle question, une petite description de ce que vous avez fait. Puis là, ce que ça va faire, c'est que dans le Google Doc, tout le monde va voir c'est quoi l'historique des changements qui est arrivé avec les petits commentaires de chacune des personnes sur chacun de ces changements-là. Donc, c'est sûr que pour des trucs comme justement écrire des rapports, ou ça n'a pas l'air la chose la plus pertinente, mais quand vous écrivez du code, vous ne voulez pas juste écrire du code qui s'update caractère par caractère, vous voulez du code qui s'update par morceau, par modification significative que vous avez faite, et que vous pouvez donner une description à chacune des petites modifications que vous faites. Donc ça, c'est en gros à quoi sert GitHub. Quand vous allez travailler ensemble, pour ceux qui n'ont pas déjà programmé, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, vous n'allez pas juste travailler sur du code chacun de votre côté, vous allez devoir travailler ensemble pour le faire. Puis ça va être une bonne façon de partager le code entre vous, justement par morceau, avec les modifications de ce que chacun fait. Vous allez être capable d'avoir tout votre historique des modifications qui ont été faites, puis ça va vous permettre de savoir comment vous avez progressé dans votre projet. Et s'il y a un problème, vous pouvez revenir dans le passé, vous pouvez revenir à une ancienne version du code qui a un nom, puis voir, faire des tests. Vous comprenez que le but, c'est d'avoir une historique des modifications qui est par étape et qui est nommée selon ce que vous lui donnez. Donc ça, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour les exercices en classe, pour qu'on puisse collaborer ensemble, pour que vous puissiez les faire en même temps que moi, puis que vous puissiez voir c'est quoi que je veux avoir devant moi. Puis pour vos travaux pratiques, ben c'est comme ça que vous allez les remettre. Donc vous allez travailler dans votre GitHub, vous allez tout mettre ça sur le serveur. Et quand ça va être le temps de la remise, ben, ça va être juste de faire un commit qui est pour la remise. Les détails vous seront communiqués par les chargés de laboratoire. Donc, si vous suivez le petit lien que j'ai donné, le lien est encore là dans le chat. Ah, ok, ouais, c'est parce que tu viens de rejoindre le chat. Au pire, je peux le mettre sur Teams, là, mais c'est pas super important. L'exercice, c'est pas très compliqué. Hein.
Donc, OK. Donc là, ça va vous afficher une page comme ça. Donc, ce que ça a fait, c'est que maintenant, dans l'organisation INF 1007 2020A, tu sais, pour automne 2020, donc ça, c'est comme si on veut, le nom de la compagnie. Vous allez avoir votre répertoire qui est C02 pour groupe 2 de cours, CH2 pour chapitre 2, majuscule, c'est le nom de l'exercice, et chausson, ben ça, c'est mon nom d'utilisateur. Donc, chacun d'entre vous, vous allez avoir un répertoire qui se nomme C02, CH2 majuscule, votre username de GitHub. Donc, je peux aller sur mon exercice. Puis là, vous allez voir que ça, c'est tous les fichiers du projet. Rapidement, à quoi ils servent? GitHub Workflows, ça, c'est juste pour être capable de faire des actions sur le serveur. Vous ne touchez pas à ça. Thea, vous ne touchez pas à ça. Settings, vous ne touchez pas à ça. Data, ça va être pour les tests qui vont rouler pour vérifier si votre code fonctionne. J'y reviens. Ensuite, le gitignore, gitpod, occupez-vous pas de ça. Le readme, c'est en format Markdown. C'est la chose qui s'affiche ici, là, qui sont dans le fond les instructions. Donc, quand vous cliquez sur le readme, si vous voulez aller voir quel est le fichier, dans le fond, readme, c'est en Markdown. Et Markdown, si vous voulez le regarder en édition comme ça, c'est juste un format assez standard de formatage de documents en utilisant du texte brut. Donc, à partir de ce code-là, on va supposer que du Markdown, c'est comme du code, ça me permet de générer la page qui est ici. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire là-dessus. Faites juste savoir que les instructions qu'il y a là, puis le texte qu'il y a là, ça provient du README parce que GitHub, il s'attend à avoir un README.md. Default Editor dans Git, j'assume que par éditeur de Git, tu veux dire un environnement Git dans lequel vous pouvez voir graphiquement vos branches, tout ça. Celui qui fonctionne sur votre plateforme, là, je sais que me semble GitHub Desktop existe. Fait que c'est probablement pas une mauvaise idée. GitHub Desktop est une bonne idée parce que je sais qu'il est multiplateforme. Moi, celui que j'ai tendance à utiliser, c'est SourceTree parce que j'ai pas mal toutes mes affaires sur Bitbucket. Puis SourceTree, c'est le truc qui vient avec Bitbucket. Il fonctionne pour Git et Mercurial. Je ne me rappelle plus s'il fonctionne pour SVN, mais il fonctionne juste pour Windows et Mac. Donc ceux qui sont sur Linux, vous ne pourriez pas l'utiliser. Mais c'est pas super important. Ultimement, Git, vous pouvez vous en servir en ligne de commande. On va pas vraiment faire ça beaucoup cette session là, de la ligne de commande de Git, sauf pour régler des problèmes. Vous allez voir ça en masse en projet 1 la session prochaine. Donc, pas vraiment autre chose à dire là-dessus. Ensuite, exercice version prof, exercice.py, c'est ça que vous voulez faire comme exercice. Donc, si vous regardez exercice.py, c'est ça que vous devez compléter. Donc, ici, vous voyez, bon, il y a du petit boilerplate juste pour aider les gens qui sont sur Linux à rouler ça tout seul sans avoir besoin d'écrire Python devant. Ici, j'ai def majuscule. Def, ça veut dire définition d'une fonction en Python. On ne va pas essayer de comprendre plus qu'est-ce que c'est pour l'instant. Puis ensuite, j'ai un mot, j'ai résultat égal à une string vide. Hein, j'ai un guillemet. Les guillemets, ça indique une chaîne de caractères. Puis là, ici, les guillemets sont vides, donc ça indique une string vide. Pour chaque lettre dans le mot, hein, c'est for letter in mot, c'est assez clair. C'est ça qui est le fun avec le Python, c'est que ça utilise quand même un peu de mots-clés qui sont faciles à lire, comparé au C++ qui utilise juste des opérateurs. To do, compléter la fonction ici, donc le to do, c'est ce que vous avez à faire. Puis ensuite, résultat plus égal lettre, on va y revenir sur ce que ça veut dire. Return résultat, on va y revenir. Donc, exercice.py, c'est là-dedans que vous devez faire l'exercice. Donc, ça, c'est le même code que je vais faire avec vous. Ensuite, vous avez exercice version prof. Pourquoi il y a un exercice version prof qui n'est pas plus avancé que l'autre? Ce n'est pas un corrigé. C'est que moi, quand je vais faire mes modifications, donc, mettons, je vais vous laisser, je ne sais pas moi, 5-10 minutes pour faire l'exercice, puis après ça, je vais le faire avec vous. Je vais l'écrire dans l'exercice version prof, puis ensuite, ce que je peux faire, c'est updater tous vos repos à partir du mien
Donc, tout votre exercice version prof.py va contenir ce que le mien contient. Donc, ça me permet d'aller mettre mon code dans votre repo, dans votre projet, sans écraser votre exercice.py dans lequel vous allez travailler. Donc, c'est juste pour ça, vous allez voir pas mal tous les exercices qu'on va faire cette session vont toujours avoir cette structure-là. Il va y avoir un fichier d'exercice dans lequel vous travaillez. Il va y avoir un fichier d'exercice version prof dans lequel je vais mettre les modifications que je veux vous distribuer, si ça me tente de le faire. Là, je ne vais peut-être pas toujours le faire. Et il va y avoir un test exercice.py. Vous n'avez pas besoin de le lire pour comprendre tout ce qu'il fait. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous allez pouvoir rouler des tests sur votre code. Donc, pour vérifier si le code fonctionne, ça va rouler des tests. Je vais vous montrer dans pas longtemps qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Puis les tests exercice.py, ben, c'est le code qui contient les tests. Donc, c'est ce qu'on appelle des tests unitaires. C'est du code qui sert à tester votre code. Ouais, c'est ça. Vous êtes répondu entre vous autres concernant les fonctions à utiliser. OK. Bon, ensuite, maintenant, pour travailler. On va garder ça simple aujourd'hui. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà installé votre environnement Python d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez travailler dans votre propre environnement, ce que vous devez faire, c'est cloner le répertoire. Donc, ça implique d'avoir une version de Git sur votre machine, soit par un GitHub Desktop ou Git GUI ou Git Kraken ou SourceTree, là, peu importe, ou juste en ligne de commande. Mais bon, on va faire ça plutôt la semaine prochaine, puis vous allez devoir faire ça pour vos TP. Mettons, pour garder ça simple, ce qu'on vous permet de faire, c'est de l'ouvrir dans Gitpod. Gitpod qui est un éditeur en ligne, tu sais, qui est un IDE, mais en ligne, qui vous permet d'aller modifier directement votre répertoire sans avoir besoin de télécharger quelque chose sur votre machine. Ou même si vous avez vraiment juste 3 lignes de code à écrire, ce qui est le cas pour aujourd'hui, vous pouvez aller directement dans le fichier que vous voulez modifier, vous faites Edit, puis ça va vous ouvrir l'éditeur built-in de GitHub. Puis ensuite, vous pouvez écrire un message de qu'est-ce que vous faites, puis vous faites votre commit. Donc, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air, je vais ouvrir Gitpod, puis je vais faire moi-même l'exercice dans Gitpod. Puis là, il y a plusieurs choses à faire. Donc, tout d'abord, il faut lier Gitpod à votre GitHub. Puis là, ensuite, vous acceptez les autorisations. Non, ça ne me tente pas de recevoir des courriels. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a genre cliqué là-dessus dans n'importe quel software pour dire oh ouais, j'ai vraiment besoin des mises à jour, du newsletter de cette compagnie random pour polluer ma boîte de courriel. Genre, qu'est-ce que je ferais sans ça? Je sais pas pourquoi ils se donnent la peine. On dirait qu'ils le font juste parce qu'on dirait que c'est obligatoire dans le monde corporatif d'avoir un newsletter qui sert à rien. Je sais pas. Donc, une fois que vous êtes dans Gitpod, ici ce que vous avez, c'est tous les fichiers. C'est ça, là, vous remarquez que c'est vraiment juste le même contenu que ce qu'il y a là. Puis ensuite, vous pouvez aller dans exercice.py, puis là, ça va vous ouvrir l'éditeur. Peut-être petite affaire qu'on aurait besoin de changer avant, c'est les autorisations dans Gitpod. Donc, pour GitHub, write public repos, read write private repos, on veut mettre ça. Update workflows, on veut permettre ça parce qu'on veut que quand j'écrive dans Gitpod, ça aille se modifier directement dans mon repo. Donc, je vais faire, mettons... Oh, yeah, right. Uh-huh. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est pour mes emails. OK.
Ah ouais, c'est mes... Ah ouais, c'est vrai, c'est... c'est mes settings de sécurité. Anyway. Um, email preference, c'est bon. Application. Oui. On n'est pas... Bon, ok, c'est bon. On remet ça sur le côté. Puis là, ce que je veux faire, c'est compléter mon exercice. Donc ici, Gitpod, pardon, c'est un petit peu plus intelligent que juste le petit truc niaiseux que vous avez là. Donc ça représente plus un environnement de développement de Python que juste un éditeur de texte. Donc vous allez avoir de l'autocomplete puis tout ce qui va avec. Mettons, avant de même faire l'exercice, ce que je vais faire, c'est juste, mettons, résultat plus égalette. Je vais passer à travers ça, quoi le code qu'on vous fournit et pourquoi je vous l'ai fourni pour alléger un peu le travail. Donc moi, j'ai défini la fonction majuscule qui prend en paramètre un mot. Je ne saurais dire, j'ai pas eu exactement ces problèmes-là. Au pire, Google est ton ami. Là. J'ai pas eu, je me suis pas servi beaucoup de Gitpod jusqu'à présent, là, parce qu'habituellement, je fais juste cloner les repos et travailler sur ma machine. Mais pour aujourd'hui, au pire, si ça marche pas, faites juste éditer directement là-dedans, puis ça va marcher. Là. Et nous, vous avez comme 3 lignes de code à écrire. Ouais, c'est ça. Quand vous cliquez sur dans le README, ici, quand vous cliquez sur Open in Gitpod, ça devrait vous amener sur cette page-là, puis ils vont vous dire les choses qu'ils m'ont dites tout à l'heure. Ouais, quoi, c'est bel et bien ce bouton-là sur lequel il faut écrire. OK, donc, là, ce que je dis, c'est que j'ai une fonction majuscule qui prend en paramètre un mot et qui retourne un résultat. Donc, c'est pour ça que je m'initialise un résultat. Je sais que mon mot, c'est une chaîne de caractères. Mon résultat, ça va être nécessairement la chaîne de caractères en majuscule. Donc, j'ai un résultat et je retourne le résultat. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça veut dire pour l'instant. Faites juste comprendre que c'est comme ça que je produis mon résultat. Puis ensuite, je dis pour chaque lettre dans mon mot, je fais quelque chose avec la lettre, puis je dis résultat plus égale lettre. Pourquoi plus égal? Parce qu'en Python, comme dans quand même pas mal de langages, l'addition avec des chaînes de caractères, ça fait ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire que ça met des chaînes ensemble. Donc, si j'ai la chaîne de caractères dead comme ça, et je l'additionne à la chaîne de caractères parrot comme ça va me donner dead parrot. Je vais mettre le lien parce que je sais que sur Twitch, le chat est quelque chose de quand même assez éphémère. Là. Et voilà, il est sur Teams. Là. Il est ici en réponse à mon post de tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Parce que quand on a une chaîne de caractères, il y a du monde qui se sont dit il y a longtemps, hey, ça a du sens de dire que additionner 2 mots, ça les met ensemble. Fait que c'est comme ça que ça marche. Dans à peu près tous les langages qui ont ce concept-là de concaténation des chaînes de caractères. Donc, résultat plus égal lettre, ce que ça fait, c'est que ça prend lettre que j'ai modifié ici, là, la chose que je vous demande de faire en exercice, puis ça l'ajoute au résultat. Fait que mettons que ici, je fais quelque chose de niaiseux, je fais juste dire lettre égale A. Comme ça. Puis je fais résultat plus égale lettre. Ce que ça va faire, c'est que résultat va être juste des A, mais le même nombre de lettres que mots. Fait que là, si je me trompe pas, je peux rouler ça. Python
access.py. Et voilà, c'est ça que ça me donne. Donc le truc d'entrée, c'est cette liste de mots-là. Puis moi, ce que je veux, c'est les mettre en majuscules, mais là, juste pour vous donner un exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé toutes les lettres par la lettre A. Donc, ici, RI devient 3A, cours devient 5A, etc. Fait que là, votre travail, là, c'est d'écrire les comme 3-4 lignes de code, ou même en fait la ligne de code que vous devez mettre ici pour que la lettre devienne majuscule. Puis c'est quoi l'indice? Ben, c'est utiliser la table ASCII. Donc, si on se rappelle de notre table ASCII, ici, là, on se rappelle que A majuscule, ça part à un certain nombre, puis ensuite, tu as l'alphabet en ordre croissant qui va jusqu'à l'autre nombre. Puis on a la même affaire pour les lettres minuscules. Donc, en sachant que, mettons, B minuscule est à la même distance de B majuscule que, mettons, F minuscule l'est de F majuscule, essayez d'induire comment vous pouvez faire pour rendre le minuscule à majuscule. Assumez que tout ce qu'on vous donne, c'est minuscule, puis vous voulez faire les majuscules. Pensez pas qu'il pourrait y avoir des chiffres ou que ça peut être des espaces. Faites juste bêtement minuscule à majuscule. Juste pour aujourd'hui, du moins. Fait que j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de le faire. Là. Fait que je vais juste vous laisser quelques moments. Pour aujourd'hui, on va garder ça simple. Je vais juste attendre 3-4 minutes et je vais vous donner la réponse. Quand on va faire des exercices un peu plus compliqués, plus loin dans la session, ça va être un peu plus impliqué. Là, puis je vais essayer d'aller chercher. Je suis capable de voir qu'est-ce que vous répondez parce que c'est updaté en ligne. Puis je vais aller chercher ça. Puis je vais comparer c'est quoi les réponses des gens, tout ça. Puis on va essayer de rendre ça minimalement interactif. Du moins pour les exercices qu'on va être capable de faire sur Git. Est-ce que tu peux push? En théorie, tu peux push. Tu as le droit de push sur ton repo. Même qu'en théorie, je vous ai donné accès administrateur à vos repos, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est juste que pour ça, il faut que quand tu pushes, tu te connectes à ton GitHub. Fait que je sais pas c'est quoi que tu utilises pour faire tes commits puis tes pushes, quel logiciel, ou est-ce que tu le fais en ligne de commande. Access denied, c'est probablement qu'il est pas capable. Tu as peut-être mal connecté ton compte GitHub. Ou est-ce que ce serait moi qui a fait une niaiserie? Je ne saurais dire. Attends, je vais aller regarder. Grant Students Admin Access, tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton code. Fait que ça m'étonnerait que ce soit un problème dans la configuration. Ça, tu n'as peut-être pas connecté ton compte GitHub. Ou peut-être qu'il ne sait pas qu'il doit prendre ton compte GitHub des fois. Je ne sais pas si GitKraken est intelligent, mais habituellement, avec l'URL, il sait où aller chercher le nom d'utilisateur. Mais c'est sûr que si tu n'as jamais écrit ton mot de passe en quelque part depuis que tu as commencé à travailler là-dessus, il y a quelque chose qui manque. Sinon, ça se passe comment? La première 2 semaines à Poly maintenant. J'espère que c'est pas trop plate. Là. Je sais que les cours en ligne, c'est pas nécessairement la chose la plus passionnante. Là. Moi, je fais mon possible. J'essaie d'être sur Twitch, tout ça, d'être dynamique. Mais je sais qu'il y en a que c'est un peu. Ça peut être un peu plate. Hein. Request access to organization. Ah ouais, vous êtes peut-être pas dans l'organisation. Ça se pourrait. Gitpod, en théorie, il commit automatiquement. Ben, automatiquement, tu sais, périodiquement, là, à toutes les quelques secondes. Puis ça devrait s'updater directement.
Donc, pour tester votre code, il y a plusieurs façons de faire. Soit soit vous faites juste rouler le test directement dans la console ici. Donc, vous voyez, moi, j'ai roulé directement mon exercice.py pour voir ce que ça donne. Mais vous pouvez aussi rouler le test exercice. Donc, il me semble que ça devrait marcher. Puis là, ce que ça va faire, là, ça affiche rien dans la console, c'est normal, mais vous voyez que ça l'a updaté ici, logs. Puis quand vous allez voir dans logs, ça, c'est essentiellement la sortie complète des tests. Fait que là, on vous montre, ça, c'est ce que vous avez, ce que j'ai envoyé. Donc, mon programme, quand on l'exécute avec un certain set de données, c'est ça que ça donne. Puis ça, c'est à ce à quoi on s'attendait. Donc, vous voyez que le set de mots qui est utilisé pour le test est différent du set de mots que moi j'utilise. En effet, il ne devrait pas y avoir de ski. Probablement que les tests, si on les regarde ici, ils utilisent dans Data, donc Data Sample Words. Puis là, mettons, on pourrait dire que c'est peut-être pas super pertinent d'avoir des accents, parce que c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller le changer, puis je vais l'updater pour les repos de tout le monde. Ouais, ça se peut que ça marche, là. Je connais pas mon Unicode par cœur, parce qu'il y a personne qui connaît son Unicode par cœur, mais ça se peut que la distance du E accent aigu au E accent aigu majuscule soit la même que la distance entre les ASCII. Ça se peut que je me rappelle plus comment le Unicode a séparé ses caractères, mais ça se peut que ça marche pareil. Mais mettons, juste pour être sûr que ça marche avec tout, on va les enlever. Donc, je pense qu'il y en avait juste un. Mettons, enlever les mots avec accent. Ouais, ça se peut que ça marche, mais peut-être que ça marche juste à cause de certaines lettres. Peut-être qu'il y a des lettres sur lesquelles ça marche pas. Ouais, mais tu sais, conceptuellement, c'est pas supposé d'être de même, fait que je vais quand même aller le changer. Puis là, ce que je peux faire, c'est update student repos, run workflow. Puis ça devrait aller changer votre data sample words, mais ça va prendre peut-être quelques minutes. Là. Je sais que ça se fait pas automatiquement. Comme là, il est queued, là, quand il va être done, vous devriez être capable de voir, mais ça va prendre quelques minutes. Anyway, c'est pas comme si l'exercice était particulièrement difficile. Là. Donc, notons que je vous donne la réponse parce que le temps file, puis à un moment donné, vous avez compris le principe. Si on regarde dans ma table ASCII, donc ici, A majuscule, c'est 65, puis A minuscule, c'est 97. C'est B minuscule est 66, B majuscule est 66, B minuscule est 98. Donc, la distance entre une lettre en minuscule et sa majuscule va être toujours de 97 moins 65 ou 98 moins 66, qui est... ça ne me tente pas de le faire dans ma tête. 96 moins... Combien j'avais dit? 97 moins 65. 97 moins 65, ça me donne 32. Qui est une belle puissance de 2. On aime les puissances de 2. Fait que je pourrais écrire ça directement là-dedans, ici. Ma lettre est égale à... On se rappelle, notre lettre, on s'attend à ce qu'elle soit en minuscule. On veut la mettre en majuscule, donc il faut lui enlever 32. Fait que je pourrais mettre lettre moins 32, comme ça. Sauf que lettre ici, c'est un caractère, ou en fait, même plus spécifiquement, c'est une chaîne de caractères. Le caractère exact n'existe pas vraiment en Python.
Moi, ce que je veux, c'est convertir ce caractère-là en son code ASCII, donc en sa version numérique. Puis comme il est écrit dans le README ici, vous pouvez utiliser ORD et char. Donc ORD, ce que ça fait, c'est que ça convertit un caractère à sa représentation numérique, donc à son code ASCII, puis char, ça fait le contraire. Donc ici, ce que je veux, c'est avoir ORD lettres moins 32. Puis ici, plus égale lettre. Fait que vous voyez que en faisant ça, je ne modifie pas mot, parce qu'en réalité, je travaille sur une copie. Parce que Python, c'est toutes des références puis des copies. On va voir ça un peu plus. Si vous voulez rouler le test, vous pouvez soit rouler le workflow, mais mettons que ça ne vous tente pas de faire ça, on va le faire au prochain cours quand j'aurai seté tout mon GitHub comme il faut. Faites ce que je viens de faire, roulez manuellement test-exercice.py. Fait que vous faites Python, un fichier, puis ça roule le fichier. Puis je pense que même, vous pouvez peut-être le rouler directement. Test exercice.py parce que je vois qu'il y a un shebang. Non, c'est ça. Il faut rouler Python. Fait que c'est Python test exercice.py. Donc, ordre lettre égale 32. Fait que mettons que je roule ça. Puis je regarde mon test result. Failed error, ça n'a pas compilé. Je vais rouler mon code. Can only concatenate string not int, en effet. Parce que ça, ce que ça me donne, c'est un chiffre. C'est un nombre. Donc moi, ce que je veux, c'est le reconvertir en caractère, donc avec la fonction char. Vous ne trouvez pas les logs, c'est vraiment juste ici dans logs, mais ça va se rouler si ça marche. Là. Donc, vous devriez déjà avoir un dossier qui s'appelle logs, dans lequel il y a peut-être déjà test results, mais à chaque fois que vous roulez le fichier test-exercice.py, ça va créer un log, un test result. Donc, plus égale char lettre. Mettons que je réessaye ça. Puis là, voyez-vous, maintenant, j'ai cours. On dirait que ça fait la bonne affaire. Mais juste pour être sûr, je vais rouler les tests. Donc, test-exercice.py. Je vais aller regarder mes test results. Ça me dit OK parce que tous les tests ont passé. Yay! Ça a l'air que je sais encore coder. Mais là, l'affaire, c'est que le petit 32 ici, là, il m'embête. Parce qu'il sort d'où le 32? Le 32, c'est un nombre magique, qu'on appelle. C'est un nombre que dans le code source, tu lis mon code, puis le 32, il sort de nulle part. Lettre, ça a du sens. Mot, ça a du sens. Ça, c'est le paramètre de la fonction. Tout résultat, ça a du sens. Tu sais, toutes les variables ont des noms qui ont du sens, puis qui représentent quelque chose selon le contexte, puis qui sont faciles à déduire. Mais le 32 sort de nulle part. Fait que ici, il aurait probablement fallu que je lui donne un nom. Fait qu'ici, je pourrais mettre ça dans ce qu'on appelle une constante. Donc, mettons distance entre min et maj, pour distance entre minuscule et majuscule, égale 32. Puis là, déjà, le 32, il sort plus de nulle part, ça explique ce qu'il fait. Sauf que le 32 lui-même, comment je l'ai calculé, je suis allé regarder moi-même dans la table ASCII, puis j'ai fait la soustraction entre les deux. Il y a moyen de le faire directement dans le code. J'ai soustrait A minuscule à A majuscule. Fait que je vais faire exactement ça. La distance entre min et maj, c'est ordre A minuscule moins ordre A majuscule. Puis là, ici, on peut voir que, en théorie, je ne sais pas s'il va me... Ah, il ne me le dit pas tout de suite. On va le rouler. Puis ça marche. Puis si je roule mon test, ça marche encore. Là, mon code, les dernières petites modifications que j'ai faites, remplacer le 32 par une constante, puis la constante qui est égale à quelque chose qui n'est pas un nombre magique, ça n'a rien changé à la fonctionnalité de mon code. C'est juste que là, ça fait que quand vous lisez mon code, vous n'avez pas besoin de vous le faire expliquer. Vous comprenez que
OK, je prends la lettre, le code de la lettre, je lui soustrais la distance entre une lettre minuscule puis son code majuscule, puis je l'ajoute au résultat. Tandis qu'avant ça, le 32, il sortait nulle part. Donc ça, c'est une question de lisibilité du code. Si je me trompe pas, Gitpod, me semble qu'ils ont... Parce que Visual Studio Code, c'est open source, là. Fait que me semble que c'est une version en ligne de VS Code. Ou en tout cas, ils ont réutilisé beaucoup du code base de VS Code. Parce qu'ils peuvent, tu sais, c'est open source. Fait que c'est pas mal ça. Ah, et puis VS Code, en fait, c'est écrit en web, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas une application desktop. C'est écrit en web, fait que c'est fait pour rouler dans un browser. C'est juste que généralement, on le roule comme une application web desktop. Genre dans Electron ou toutes ces autres choses-là. Je sais pas si c'est spécifiquement un Electron. Mettons sur Windows, là, je sais pas si VS Code c'est spécifiquement Electron. C'est probablement autre chose. Microsoft doit avoir sa propre affaire. J'ai jamais regardé le code source de VS Code. Je m'en suis jamais vraiment servi en fait. J'ai toujours juste été capable de travailler dans Visual Studio. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas s'il y a des questions sur comment résoudre le problème. Maintenant, on aurait pu rendre ça un petit peu plus robuste parce que, comme j'ai dit, vous voyez que on assume que la lettre ici est bel et bien une lettre minuscule et n'est pas autre chose qu'une lettre minuscule. Si la lettre est déjà majuscule, ça va pas marcher parce que je vais encore lui soustraire puis ça va pas se retrouver dans le bon range. Voyez-vous ici, églantier, je l'aime pas non plus parce que ouais, ça, il y avait un accent. Mettons que je dis, je veux faire la vérification, est-ce que c'est une lettre minuscule? Qu'est-ce que veut dire être une lettre minuscule sans utiliser des fonctions built-in? Donc ici, une lettre minuscule, c'est une lettre dont le code est entre 97 et 122 inclusivement. Donc je pourrais faire ça. Je pourrais d'abord, ce que je fais ici, là, le truc que je fais là, ce serait si lettre est entre 97 et... je sais quoi j'ai dit? 122. Ouais, c'est ça. Donc, entre 122. Puis là, le code que je fais ici, je le fais seulement si ma lettre est là. Puis là, bien sûr, lettre, il faut d'abord la convertir en nombre, n'est-ce pas? Donc, ordre lettre, ordre lettre. Mais là encore là, j'ai des nombres magiques qui sortent. 97 finalement, c'était juste le code de A. Donc je vais mettre ordre A. Puis ici, je vais mettre ordre Z. Comme ça. Et guillemets. Comme ça. OK. Puis là, je dis sinon, hein, autrement dit, si c'est pas dans ce range-là, ben, tout ce que je veux faire, c'est résultat plus égal char, plus égal juste lettre. Donc, autrement dit, je ne change pas la lettre, je fais juste l'ajouter. Sauf que là, j'ai encore du code qui se répète un petit peu. J'ai l'impression que je pourrais nettoyer ça encore un peu. Parce que ici, je fais résultat plus égal char lettre. Puis ici, je fais résultat plus égal lettre. Ça se ressemble pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pas avoir à répéter cette ligne de code-là? Ben, je vais enlever mon else. Puis ce que je vais faire ici, c'est au lieu de faire l'ajout à résultat, je vais dire lettre égale char lettre. Donc, je convertis lettre en char dans lui-même. De cette façon-là, quand j'arrive à cette ligne-là, que le if se soit exécuté ou non, lettre est un caractère. Ouais, excusez-moi, là, j'ai fait une niaiserie. Là.
lettre. Ça, c'est une autre chose, hein. C'est bien que vous me voyez coder sans préparation parce que quand j'écris du code, j'écris toujours un petit peu tout croche. Et ça me prend toujours... C'est très très rare dans la vie que je fais quelque chose qui marche du premier coup. C'est juste de même que ça marche. Donc, ayez pas peur d'écrire du code parce que vous savez pas ce que ça va faire ou que vous n'êtes pas 100% sûr de ce que vous écrivez. Ça coûte rien de faire rouler du code. Ça coûte des dixièmes, ça coûte des centièmes de cents d'électricité de rouler du code. Fait que ça coûte rien. Fait que comme je vous dis, c'est très rare que j'écris du code qui fonctionne du premier coup, même si je sais exactement ce que j'ai besoin de faire, parce que je suis complètement dyslexique quand j'écris du code comparé à n'importe quoi d'autre qui implique du texte. Ah non. Fait que là, mettons que je fais ça. Test exercice.py. Bon, ça marche encore, c'est bon. Mettons que pour le tester, parce que je ne l'ai toujours pas testé, je ne sais pas s'il fonctionne mon code. Si votre code n'est pas testé, vous ne savez pas s'il ne marche pas. J'ai l'impression que mon code il a bien du sens en ce moment. Dans ma tête, il a bien du sens, mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Fait que mettons que je vais mélanger ici des chiffres et des lettres. Fait que mettons que j'écris, puis même des espaces, tu sais. Fait que mettons que j'écris quelque chose de très pertinent, qui a des chiffres et des lettres dedans, et que je modifie ça. On peut voir que ça n'a pas touché les chiffres, ça n'a pas touché l'espace, parce que l'espace, c'est un caractère. Hein. Avant ça, l'espace aurait fait soustraire 32, puis ça aurait affiché n'importe quoi. Et ça a juste modifié les lettres, sans toucher non plus au trait d'union. Donc ça, ce serait une façon de rendre l'exercice un petit peu plus robuste. Puis là, si je roule mes tests, fait que mettons qu'ici, dans mon test, dans mon sample words, je vais m'ajouter... je vais enlever mes accents parce que mes accents ne fonctionneront pas parce qu'ils ne sont pas dans le range A à Z. Yes. Puis ici, je roule. Ah. Ah, c'est parce que il n'est pas capable de le push, c'est pour ça. Non, c'est dommage. Ouais, il faut juste que je set mon Gitpod comme il faut. Non pas que je risque de m'en servir énormément pour les exemples. Je vais probablement toujours juste cloner le repo et travailler dans Visual Studio parce que Gitpod est bien le fun, mais ultimement, on veut sortir de là puis travailler sur nos propres. Parce qu'il faut pas oublier que quand vous travaillez dans Gitpod, ça travaille sur le serveur de GitHub. Puis ça utilise des minutes de travail sur le serveur de GitHub. Fait qu'on essaye de éventuellement plus s'en servir parce qu'on a besoin de ces minutes-là. On n'en a pas infini. Mettons que je vais mettre une lettre déjà ici en majuscule. Là. Encore là, ce que ça devrait faire, c'est Downton Do, ouais, comme ça. On voit que ça touche pas aux majuscules parce que les majuscules sont pas dans le range A minuscule à Z minuscule. Fait que c'est pas mal juste ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ça c'est pas mal encore là étiré plus que je voulais. Parce que comme d'habitude, je parle ben trop. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je vais quand même attendre quelques minutes. Ça risque de pas mal s'arrêter là. Hein. Le fichier, vous pouvez pas le modifier, c'est juste parce que j'ai pas réussi à mettre mes permissions comme il faut. Fait que Gitpod n'est pas capable d'aller le modifier sur le serveur, mais c'est pas plus grave que ça. Là.
Pour moi, peut-être que pour vous ça marche, là, c'est juste que moi j'ai des petits problèmes de permission, là, mais si vous l'avez cloné puis vous faites des push, ça marche aussi, là. OK. Alright, bon, ben, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Fait que, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, encore là, en relativement grand nombre. Je vois qu'on est presque tout le monde. Merci des stats que vous me donnez sur Twitch. Chose intéressante, d'ici la semaine de relâche, je vais avoir le Twitch Affiliate. À cause que j'ai maintenant plus que 50 followers depuis le début de la session et que je stream pendant des heures à toutes les semaines, c'est qu'à 2 à 3 heures à toutes les semaines. Donc je devrais avoir mon Twitch affiliate d'ici un mois, ce qui va nous débloquer une coupe d'affaires, entre autres les pauses. Donc les pauses que je ne pouvais pas faire maintenant, je vais être capable de les faire relativement bientôt. Fait que si j'ai besoin de vous poser des questions, au lieu de juste lire des réponses dans le chat, je vais maintenant être capable de faire des Twitch polls, ce qui va être bien le fun. If name égale main, ça veut juste dire est-ce que ce que je suis en train d'exécuter, c'est le fichier au complet et non pas juste un load du fichier. Occupez-vous pas trop de ça, on va revenir là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire le quiz. Et vous avez jusqu'à lundi midi. Donc notre cours est juste avant ça. Fait que vous pouvez le faire un peu avant le cours, là. Faites juste, assurez-vous de ne pas être en retard. Mais stressez pas trop avec ça. Regardez des vidéos, essayez de les comprendre. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Donc sur ça, bonne fin de semaine à tout le monde. Et à la prochaine.